Une vie, une œuvre. Ménandre, par Régis Labourdette, avec la participation de André Hurst et Jean-Christian Dumont. Pantapoieso, tidei legein. Egomen oimai, Todepaedion, utos eomen os ekei, toten trefein, oten te faskei, te tokenai. tidegar ou, O pater, calepanei soi. pepa ou setai palin. Eragar, o beltiste, kakeinos kakos, ou keton esu. Deis dial lagas, akeitakista kaiton orgilotaton. Proteron, degoge, pantan upomeinai doko et tutotiten eisunoi kiatini. Mon père va se fâcher contre toi. Il retrouvera son calme, car il est amoureux lui aussi, mon cher, éperdument tout autant que toi. Voilà qui a vite fait d'amener à conciliation même le caractère le plus emporté. La scène se passe à Athènes dans l'Antiquité. Et c'est ainsi qu'une concubine parle au propre fils de son compagnon. L'amour tel que peut l'éprouver un homme mûr, l'amour tel que peut l'éprouver un jeune homme, sont mis en parallèle et seront confrontés à des situations, à des événements révélateurs. Et une femme, malgré sa position socialement inférieure, sait, en tant que femme, opérer la comparaison. Nous voilà au théâtre grâce à Ménandre. Ménandre, cet auteur de comédie qui vécut à peu près de 342 à 292 avant Jésus-Christ à Athènes. Et avec lui, nous sommes introduits dans un monde quotidien, dans l'univers familier de ces Grecs, de la fin du IVe siècle et du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Relations personnelles, sentiments, qualités ou travers des personnages s'y affrontent constamment aux règles sociales et à toutes les habitudes particulières, ces habitudes sans lesquelles il n'y a pas de vie possible. Alors pour un moment, laissons les grands tragiques grecs et leurs abominations mythiques, laissons le très célèbre Aristophane et ses comédies satiriques, ses violences, ses charges contre les gens en vue à son époque, et écoutons la morale très humaniste de Ménandre. On dit qu'Aristophane est le grand de la comédie ancienne et que Ménandre est le grand de la comédie nouvelle. Il est vrai qu'Aristophane était mort depuis déjà plus de 20 ans lorsque Ménandre est né. Et cette comédie nouvelle, mise en œuvre surtout, principalement par Ménandre, va nous faire voir d'un autre œil notre rapport à la comédie en général et même à la comédie classique du XVIIe siècle et notre rapport à bien d'autres choses, peut-être aussi à la manière dont nous concevons notre propre vie. Ménandre, c'est vraiment toute une tradition revivifiée. Alors, que Ménandre ait trouvé la mort en se noyant au cours d'une baignade au Pirée, bon, ça n'est sans doute pas très important. Cela nous apprend toutefois qu'il a fini sa vie à Athènes après avoir traversé les divers changements politiques qui étaient inhérents à la domination macédonienne, puisque, à cette époque, Athènes n'est plus une cité indépendante. Que Ménandre ait été un condisciple d'Épicure, bon, voilà qui est déjà plus intéressant. Mais que Ménandre ait suivi l'enseignement de Théophraste, Théophraste qui était un élève direct d'Aristote, alors là, voilà qui est beaucoup plus intéressant. Mais cela dit, Ménandre n'est le propagandiste d'aucune école philosophique. Propagandiste non, mais il est nourri de cette nouvelle ambiance intellectuelle qui alors accourt à Athènes. La légende veut que Ménandre ait eu beaucoup de plaisir à la compagnie des femmes. Et on a même inventé, dès l'Antiquité grecque, toute une correspondance entre lui et une maîtresse dont on connaîtrait le nom, ce serait Glycère. Alors, en fait, peu importe la réalité de la chose, ce qui compte, c'est l'importance reconnue depuis longtemps, depuis toujours,
aux aventures amoureuses en tant que telles, et qui sont vraiment l'apport de la comédie nouvelle, la comédie dite nouvelle à Athènes. Parce que l'amour, ça n'était pas du tout le sujet des tragédies de Sophocle ou d'Échille, ça n'était pas du tout le sujet des comédies d'Aristophane. En passer par l'amour qui est ce mouvement des âmes, ce mouvement des cœurs, qui peut être au fondement même de la société, c'est entrer dans un jardin secret, mais un jardin secret bien utile à la compréhension de la vie sociale en général. Chez Ménandre, le plaisir de la comédie semble consister à restituer le plus directement possible les événements privés considérés en fonction des normes générales dans lesquelles ces événements s'inscrivent. Mais ça n'est pas tout. Ménandre utilise ces événements pour dénoncer les usages injustes, les usages stupides, toutes ces manœuvres sociales qui provoquent le malheur. Le goût de la vie auquel s'attache la comédie est pour Ménandre l'occasion de rejeter clairement ce qui s'oppose au plaisir de vivre. Chrysis et Moschion, ce que nous entendions il y a un instant, sauront éliminer les malentendus et ils sauront faire en sorte de retrouver un bonheur perdu. On dirait que pour Ménandre, le thème de la comédie, son argument familier, eh bien, c'est cela qui constitue la philosophie. Et ça n'est pas si mal. Alors bien sûr, à connaître ces quelques éléments de Ménandre, déjà, c'est Molière qu'il nous semble reconnaître. Et ça n'a rien d'étonnant. Parce que Molière est dans la lignée directe de Ménandre. Et Ménandre est aussi troublant que Molière. Mais il y a là un paradoxe. Molière n'a jamais pu lire une seule pièce de Ménandre. Il n'a pu le connaître qu'à travers des intermédiaires latins, mais ces intermédiaires latins ont suffi pour faire de Ménandre le grand héros des classiques du XVIIe siècle. Jules César a dit de Terence, l'auteur romain, qu'il était la moitié de Ménandre. Donc Ménandre est le double de Terence, si vous voulez, dans le sens qu'il vaut 2 fois Terence. D'autres ont continué, dans cette tradition d'admiration, à dire du bien de Ménandre quelquefois sans avoir plus grand-chose à en lire, parce que si on peut penser que Jules César allait encore au théâtre pour y voir des pièces de Ménandre, il faudra passer par-dessus le siècle où Plutarque, à son tour, n'est-ce pas, un siècle plus tard, dit que ça ne vaut pas la peine d'aller au théâtre si ça n'est pas pour y voir du Ménandre, pour arriver dans ces périodes où on a cessé apparemment de recopier les pièces de Ménandre et où Ménandre est devenu, disons son œuvre, est devenue pour nous une poussière de fragments. Et lorsque Goethe disait que, à son avis, Ménandre était peut-être plus grand qu'Homère, eh bien, il faut se dire que Goethe n'avait plus que quelques fragments cités par des grammairiens, par des anthologies. Il ne pouvait plus lire une pièce de Ménandre. Et pourtant, il avait une raison de s'exprimer de cette manière-là. C'est que les pièces de Ménandre avaient été ouvertement imitées par Plaute et par Terence, et qu'on admirait chez Plaute et chez Terence celui que l'on considérait comme leur modèle. De ce fait, bien entendu, vous avez cité tout à l'heure Molière imitateur de Terence, qu'on pense aux fourberies de Scapin et à Phormion de Terence, qui est un cas particulièrement flagrant. Mais enfin, il y a aussi tout ce qui indirectement passe par la comédie italienne et arrive chez Molière. Eh bien, là, si vous voulez, il y a une survie de Ménandre dans notre théâtre classique qui passe par les Romains, et ceci en dépit d'une disparition du texte de Ménandre. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour pouvoir de nouveau lire une scène de Ménandre, car ce qui était resté, c'était uniquement des répliques ou des maximes bien senties de Ménandre qu'on publiait du reste en recueil de maximes que les gens aimaient pouvoir citer, les orateurs en particulier. À la fin du XIXe siècle,
Dans le bâtiment qui nous fait face en ce moment, si vous regardez par cette fenêtre, et qui est le bâtiment de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, est arrivé un papyrus qui comportait une scène entière d'une comédie appelée L'Agriculteur de Ménandre. Et c'était alors, pour la première fois depuis des siècles, qu'on a pu lire une scène de Ménandre. Le réveil de Ménandre n'allait pas tarder à être plus spectaculaire encore, puisque quelques années plus tard, sur un papyrus du Caire, on trouvait des restes significatifs de comédie de Ménandre, et que, à peine un demi-siècle plus tard, dans la bibliothèque Bodmer de Colonie, à quelques kilomètres d'ici, arrivait un codex, ce qu'on appelle codex un livre, n'est-ce pas, par opposition au rouleau de papyrus qui ressemble un petit peu à nos bandes enregistrées où il faut enrouler d'un côté et dérouler de l'autre. Eh bien, le codex, c'est le livre, si vous voulez, fait d'un ou plusieurs cahiers suivant les époques. Et est arrivé donc un de ces livres sur papyrus où on a reconnu 3 comédies de Ménandre, dont une, celle qui était au milieu, était complète. C'est Cnémon le misanthrope, ou le dyskolos, si on veut reproduire le mot grec. Par conséquent, depuis 1958, nous avons une pièce complète de Ménandre, plus quelques autres pièces conservées à moitié ou aux 3/4, si on additionne ce qui se trouve dans le codex de Colonie et ce qui se trouve dans le codex du Caire. Le dyskolos, c'est-à-dire le misanthrope, la samienne, le bouclier, l'arbitrage, sont les pièces dont on a la totalité ou presque. Et puis, il y a des fragments pour moins d'une vingtaine de pièces. Ça n'est pas beaucoup, mais c'est tout de même davantage que pour les autres auteurs de comédie de l'époque de Ménandre. Apparemment, la renommée de Ménandre a débordé Athènes et la Grèce. Ménandre, dans son propre pays, à Athènes, il ne faut pas l'oublier, de son temps, a eu assez peu de succès sur les 100 ou 105 comédies qu'il aurait composées pendant sa trentaine d'années d'activité. Seulement 8 auraient obtenu le premier prix au concours attique. Et la réputation de Ménandre est une réputation qui s'est faite en dehors d'Athènes et à titre posthume. Ménandre, ayant passé dans le monde hellénistique pour le meilleur auteur comique, il était normal qu'il fût celui qui était le plus souvent reproduit, imité, adapté par les auteurs latins. Et sur les 20 pièces de Plaute, on a pu identifier Ménandre comme modèle pour une très forte proportion. Sur les 6 pièces écrites par Terence et que nous avons toutes conservées, il y en a 4 auxquelles Ménandre a fourni son modèle. L'attention que Ménandre portait à ses personnages et aux spécificités des personnages, et ceux face aux autres, a dû jouer un rôle essentiel. Il faut dire que la comédie de Ménandre ne vient pas seulement dans la suite des anciennes comédies, mais aussi dans la suite des tragédies d'Euripide et de sa façon de prendre très au sérieux les relations de sentiments. En fait, les comédies de Ménandre se mettent en position par rapport à toute la littérature théâtrale. Il y avait à Athènes des concours de tragédie, il y avait des concours de comédie, et à l'époque de Ménandre, il y avait même aussi cette question de la particularité des unes par rapport aux autres. Cette discussion n'est pas sans intérêt, puisqu'il s'agit de voir quelle est la meilleure manière de parler de la vie des gens, c'est-à-dire de réfléchir sur elle, c'est-à-dire, au fond, la meilleure manière d'intéresser les spectateurs. Dans tout l'usage que Ménandre fait de la tragédie, on peut voir une intention qui est chaque fois la même. La tragédie, c'est au fond un art facile, les règles sont établies, les gens savent ce qui va se passer. La comédie est un art difficile, parce qu'on doit tout inventer. Et ce que je vous dis là, c'est un poète
qui a vécu quelques années avant Ménandre, qui l'a dit, c'est Antiphane, qui a dit ça dans un fragment que nous avons conservé. Le poète comique, lui, doit tout inventer. Mais, en même temps, le poète comique veut montrer que ceux qui assistent à la tragédie sont souvent des gens qui deviennent mauvais. Et il nous montre, par exemple, dans certains de ces personnages au comportement répréhensible, il nous montre des connaisseurs de la tragédie. En revanche, lui va mettre en scène des gens qui auront, disons, vécu selon les maximes qui lui sont chères et qui seront, eux, utiles à la société. Il y a, si vous voulez, pour simplifier, une petite formule de Henry Miller, je ne me rappelle plus si c'est dans Tropique du cancer, oui, je crois. Il y a un personnage à qui il fait dire « Tout homme qui a des classiques plein le bide est un ennemi du genre humain ». Eh bien, Ménandre pense un tout petit peu cela des gens qui connaissent trop bien la tragédie. Cette rivalité avec la tragédie montre bien où est l'enjeu, parce que s'il y a quelque chose que les études du XXe siècle sur la tragédie nous ont appris, je pense ici en particulier à Jean-Pierre Vernant, eh bien, c'est que la tragédie est un lieu de mise en discussion des valeurs de la société. Or, Ménandre prétend bel et bien faire cela, et sa rivalité avec la tragédie, elle est en particulier pour lui disputer le terrain sur lequel le théâtre doit avoir son enjeu. C'est là ce que Plutarque, à travers l'écran lénifiant qu'il a mis entre Ménandre et nous, ce que Plutarque a occulté. Nous avons perdu l'habitude de chercher cela chez Ménandre. Mais si nous le cherchons, nous le trouvons. Et alors, nous voyons tout à coup les choses se renverser. Et nous voyons dans Aristophane quelqu'un qui, s'il met par exemple en scène dans les guêpes une critique du système judiciaire athénien, eh bien il n'en propose pas la réforme, n'est-ce pas? Il propose tout simplement qu'on revienne à la bonne vieille coutume athénienne et tout ira de nouveau bien. Même chose, on pourrait prendre les pièces d'Aristophane. Son remède, c'est toujours de revenir aux vieilles valeurs athéniennes, qu'on pense aux grenouilles, où il va rechercher dans les enfers Échille pour réinstaurer les bonnes vieilles valeurs athéniennes. Et tout ira de nouveau bien. Il n'y a donc pas de proposition de modification. Ménandre, lui, est un révolutionnaire. Lui, il vous dit, cette loi ne va pas, il faut la changer. Ce que Aristophane ne fait jamais. Donc, si on écarte le rideau que Plutarque a mis entre Aristophane, Ménandre et nous, on découvre tout à coup que, disons, celui qui est le plus progressiste, le plus dynamique du point de vue de la transformation de la société, c'est certainement Ménandre. Il y a aussi la différence d'époque et l'insistance sur l'intrigue et les caractères est probablement liée à un nouvel état de la réflexion, nouvel état lui-même corrélé à un nouvel état de la société avec toutes les implications réciproques qu'on peut attendre de cela. Et il y a à ce propos un texte d'Aristote au chapitre 6 de la Poétique qui est assez éclairant. Alors voici ce texte. La tragédie et représentation non d'hommes mais d'actions. C'est d'après leur caractère que les hommes ont telle ou telle qualité, mais d'après leurs actions qu'ils sont heureux ou l'inverse. Donc, ils n'agissent pas pour représenter des caractères, mais c'est au travers de leur action que se dessine leur caractère, de sorte que les faits et l'histoire sont bien le but visé par la tragédie et le but le plus important de tout. Alors, ce texte d'Aristote est une description de la tragédie, disons même de la tragédie d'Euripide, mais il est tout à fait permis d'y reconnaître aussi la manière de Ménandre. Et on arrive ainsi à savoir à peu près dans quelle situation nouvelle de la pensée on se trouve avec la comédie de Ménandre. Il semble que dès le départ, il y a eu réflexion sur le théâtre. On a même, par exemple, pour Sophocle, l'indication qu'il avait écrit une œuvre intitulée « Sur le cœur », qui devait être évidemment tout simplement une manière, disons, un traité d'écriture de la tragédie. Donc il y avait dès le départ une réflexion. Seulement cette réflexion, elle a gagné en profondeur avec l'arrivée des écoles de rhétorique, l'arrivée de l'enseignement supérieur, on peut le dire, à la fin du 5e siècle, début du 4e, la mise en place d'institutions comme l'Académie, n'est-ce pas, ou l'école d'Isocrate. Tout cela, c'est le démarrage de l'institution supérieure. Ce sont au fond nos plus anciennes universités qui démarrent à ce moment-là. Or, nous avons la poétique d'Aristote qui nous montre bien qu'il y a eu toute cette réflexion qui aboutit à ce genre de texte. Or,
un des conseils d'Aristote, ou plutôt l'observation que fait Aristote, que la plupart des tragédies s'efforcent de se dérouler en un seul tour du soleil. C'est-à-dire, c'est la fameuse, ce qui deviendra l'unité de temps, n'est-ce pas, chez nos classiques français. Vous m'excuserez de dire nos classiques, bien que n'étant pas français, mais enfin, nous sommes de langue française et nos classiques sont les classiques de langue française. Alors, chez nos classiques, nous avons cette loi de l'unité de temps. Or, Ménandre fait dire à plusieurs reprises à ses personnages que tout cela arrive en une journée, comme c'est étonnant que tout cela arrive en un jour. Il joue même là-dessus. Le jeune amoureux dira « Mais le soleil ne va-t-il donc jamais se coucher ?» Il attend avec impatience le coucher du soleil parce que c'est le jour de son mariage. Donc, on souligne cette question de l'unité de temps. Jamais vous n'avez rien de semblable chez Aristophane. Donc on a bien l'impression que c'est le passage, une réflexion sur le théâtre qui a passé. Il y a autre chose qui est un tout petit peu plus caché. C'est un autre conseil que donne Aristote lorsqu'il dit que le mieux, c'est de faire coïncider dans une pièce de théâtre une péripétie et une reconnaissance. Il entend par là le moment où quelqu'un prend conscience de quelque chose, il ne savait pas, et tout à coup il sait, style, n'est-ce pas, Édipe qui se rend compte tout à coup que c'est son père qui l'a tué. Ça, c'est la reconnaissance, donc prise de conscience, et la péripétie, c'est-à-dire le changement de l'action en son contraire. Donc, si les deux choses coïncident, c'est disons, la manière la plus efficace de faire évoluer la matière théâtrale. Or, Ménandre semble appliquer assez rigoureusement ce principe. Il y a assez souvent une reconnaissance qui est accompagnée d'une péripétie, n'est-ce pas? Le personnage tout à coup se rend compte qu'il s'est trompé et ça change complètement le cours de la pièce. Le fameux Persée, voilà un bienheureux. Oui, et pour 2 raisons. Primo, il avait des ailes et ne rencontrait aucun de ceux qui circulent ici-bas. Secundo, il possédait le moyen de changer en pierre ceux qui le gênaient. Ah! Si je l'avais, moi, ce moyen, on ne verrait que des statues de pierre partout. Non, au jour d'aujourd'hui, pas Asclépios, la vie est devenue impossible. On marche sur ma terre, on m'adresse la parole. Par Zeus, je me tenais dans le temps le long de cette route et à cause des passants, j'ai renoncé à cultiver cette partie de ma terre. Et aujourd'hui, les voilà qui me pourchassent jusqu'au sommet des collines. Quelle cohue! Foule stupide! Meute enragée! Malheur! Qu'est-ce que c'est encore que cet individu-là planté devant ma porte? Il va me battre. Ah! Pas un endroit tranquille sur la terre, même pour se pendre! Persée et la tête de la Méduse, c'est une grande représentation mythique que Cnémon, le misanthrope, appelle là à la rescousse. Malgré son appartenance à un type traditionnel, ce misanthrope est aussi un original en ce que sa misanthropie est manifestée clairement en action, par des actions. Et c'est à force de vouloir vivre seul et à force de vouloir venir seul à bout des problèmes qui se posent à lui qu'il finit par avoir une mésaventure des plus pénibles. Sa servante a laissé tomber par mégarde une houe et un seau au fond du puits, et Cnémon, qui a refusé toute aide, est tombé au fond de ce puits en essayant de rechercher ces objets. Donc, l'action est directement consécutive au caractère même de Cnémon. Alors, c'est Gorgias, le fils de la femme de Cnémon, son beau-fils, si on peut dire, c'est Gorgias qui va sortir Cnémon de là, avec l'aide de Sostrate. Et Sostrate, c'est l'amoureux de la fille de Cnémon. Et un amoureux qui ne sait pas trop comment s'y prendre avec cet étrange, avec ce vieux misanthrope étrange. Mes amis, non. Par Déméter, non. Par Asclépios, non. Par les dieux, je n'ai jamais vu de ma vie un homme noyé ou peu s'en faut plus à propos. Oh, délicieux instant. Il faut vous dire que Gorgias, dès que nous sommes entrés, sans perdre un instant, a sauté d'un bond dans le puits. Moi et ma belle, restés en haut, nous ne faisions rien. Que fallait-il attendre de nous? Si ce n'est qu'elle s'arrachait les cheveux, pleurait, se frappait la poitrine à grands coups, tandis que moi, le vénard, planté à ses côtés, oui, par les dieux, dans l'attitude d'une nourrice, je la priais et suppliais de n'en rien faire, le regard tourné vers cette statue d'une beauté peu commune.
Quant au blessé en bas, c'était le cadet de mes soucis. Mais j'avais à tirer constamment pour le hisser. Ce rôle m'importunait fort. J'ai même failli, oui par Zeus, être responsable de sa mort en le laissant retomber de fait. Tandis que je regardais la jeune fille, j'ai bien lâché la corde 3 fois. Mais Gorgias était un atlas d'une sorte peu commune. Il tenait bon et il a tant fait qu'à la fin, non sans peine, il l'a remonté à la surface. Quand l'autre a mis le pied hors du puits, je suis sorti pour venir ici. C'est que je ne pouvais plus me contenir, si violent est mon amour que pour un peu, j'aurais sauté au cou de la jeune fille. Gorgias est un homme généreux et Sostrate se montre en amoureux uniquement occupé de la jeune fille qu'il aime. L'intrigue se développe au fil des caractères. Mes enfants, j'aurais préféré mourir dans ce puits plutôt que de traîner une vieillesse impotente. Si, inutile de me consoler, vous ne me ferez pas changer d'avis. Je vois aussi que j'ai commis une faute, c'était de croire que je pouvais me suffire à moi-même en vivant seul au monde, sans ma femme et sans l'aide de personne. Non, il n'est pas bon que la femme vive sans un homme à ses côtés pour la protéger. Je me trompais, je ne le vois que maintenant, où la fin de mon existence apparaît au bout du chemin, étrangement proche. Mais par Héphaïstos, cela m'a rendu malade de voir comment ils vivent tous et les calculs qu'ils font pour s'enrichir. Je pensais qu'il n'existait pas un seul homme sur la terre capable de secourir son prochain. Voilà ce qui me troublait la vue. Aujourd'hui seulement, j'y vois clair. Et c'est Gorgias qui m'a ouvert les yeux. De lui-même, Gorgias est venu au secours de l'homme qui ne lui avait jamais ouvert sa porte, jamais rendu le moindre service, jamais adressé un seul mot, jamais seulement dit bonjour. Et aujourd'hui, je te donne tout ce que j'ai et je t'adopte comme fils. On sent bien que Cnémon est un homme déçu par le comportement malhonnête de ceux qu'il côtoie. Et on sent bien que la misanthropie chez lui, c'est une réaction. Et donc, comme c'est une réaction, c'est un état qui n'est pas nécessairement absolument définitif. Pièce anodine, dira-t-on. C'est très joli, bien entendu, le misanthrope qui se trouve pris en défaut. Il est bien content de voir que les hommes sont utiles les uns aux autres. Tout ça, c'est un peu touchant. Mais enfin, de quoi était-il question à Athènes? Eh bien, nous avons perdu le fait que, pour Ménandre, il y avait une attaque importante dans cette pièce contre une certaine idée du mariage. Le mariage à l'intérieur d'une même classe de citoyens. Dans cette pièce, on a trouvé un peu ridicule, quand on l'a lu pour la première fois, que non seulement le jeune citadin épouse la campagnarde, mais que pour faire bon poids, le campagnard épouse la sœur du citadin, n'est-ce pas? Alors on s'est dit, bon, voilà, ils exagèrent un tout petit peu, enfin c'est à la limite du grotesque. Non, il y a là derrière l'idée d'une mise en cause des habitudes de la société athénienne. Et en fait, Ménandre attaque de front les habitudes de ses concitoyens. Il leur dit, regardez, nous devrions créer une classe moyenne. Ton attitude envers moi, père, n'est pas celle que j'espérais. Comment cela? Ne suis-je pas d'accord que tu épouses celle que tu aimes? Je le désire vraiment, je te l'ordonne même. Tu le dis. Mais est-ce que tu le penses? Par les dieux, je le dis parce que je me fie à mon expérience. Si c'est bien l'amour qui pousse mon fils vers cette jeune fille, c'est un bon mariage. Eh bien, père, si tu penses qu'elle est digne de moi, comment Gorgias, son frère, serait-il indigne de nous? Et puisqu'il me donne sa sœur en mariage, pourquoi refuser de lui donner la mienne à ton tour? Oh, vraiment, tu exagères. Oh, passe pour la bru, mais un gendre maintenant, et tous les 200 le sou. Non, tu vas un peu fort. Tu parles d'argent, de cette illusion. Écoute-moi, es-tu certain de le posséder toute ta vie, cet argent? Alors garde-le bien et surtout ne le partage avec personne. Ou bien crois-tu que tu n'es pas plus maître de ton or que de ta vie et que tu dois tout à la chance et rien à toi-même? Pourquoi refuser alors de le partager? La divine fortune va peut-être te l'arracher tout entier et le donner à quelqu'un d'autre et qui ne l'aura pas mérité. Oui, je prétends, moi, qu'il faut t'en servir généreusement pendant qu'il est encore à toi, aider ceux que tu peux, partager ce que tu as avec tes amis.
Ce n'est pas une illusion. C'est cela qui te restera, si la roue de la fortune venait à tourner. Ne vaut-il pas mieux avoir des amis véritables plutôt que des trésors secrets enterrés quelque part? Voyons, tu me connais, Sostrate. Je ne vais pas emporter dans la tombe ce que j'ai amassé. Tout cela t'appartient. Tu veux te faire un ami de ce Gorgias? Essaie, et bonne chance. Mais pourquoi me fais-tu des leçons de morale? Partage ce que tu veux, donne à pleine main, donne tout. Je suis d'accord avec toi. Sincèrement? Sincèrement, n'en doute plus, s'il te plaît. Alors j'appelle Gorgias. C'est un grand moment que cette première scène de l'acte 5. L'acte 4 avait résolu le problème de l'amoureux Sostrate. Cnémon, l'ancien misanthrope, avait confié sa fille à Gorgias et tout obstacle était levé. Donc, l'Athénien et la fille pauvre de la campagne allaient pouvoir s'unir. Mais Sostrate ne veut pas en rester là. Et dans une sorte de logique extrême de son raisonnement, vraiment humaniste, il veut emporter Gorgias dans l'événement. Et la résistance de son père, ce personnage qui par ailleurs est quelqu'un du juste milieu, un homme comme l'éthique de Nicomaque nous en donne tellement l'exemple, l'éthique de Nicomaque d'Aristote, eh bien ce père, la résistance de ce père montre le côté absolu du désir de Sostrate. Il faut dire aussi que la pièce s'achève en farce lorsque le vieux Cnémon est obligé par deux personnages que, dans un épisode antérieur, il avait maltraités, est obligé à participer à la noce. On se moque du personnage ridicule et il y a dans le Dyskolos toute une vie qui provient de la manière dont des personnages secondaires comme ceux-là interviennent très nettement dans l'action. Alors, avec cet aperçu du Dyskolos, on voit tout de même bien combien on est loin d'Aristophane. Visiblement, à l'époque de Ménandre, le public ne peut plus vouloir avoir le même spectacle devant les yeux. C'est que le fonctionnement de l'existence de la cité au temps d'Aristophane et au temps de Ménandre n'est plus le même. La cité athénienne au temps d'Aristophane, au temps de la guerre du Péloponnèse, au temps de l'Empire athénien, vit plus ou moins sur elle-même. Athènes est indépendante et les problèmes de politique extérieure passent au premier plan des préoccupations du citoyen. Au temps de Ménandre, ce n'est plus la même chose, plus tout à fait la même chose parce que les ruptures sont toujours moins considérables qu'on se les imagine. Mais en réalité, les murs de la cité ne servent plus à grand-chose, ne limitent plus l'espace imaginaire de ceux qui y vivent, et qui sont en relation de toutes sortes, pas seulement commerciales, mais aussi sentimentales, avec les autres cités de la Grèce et du monde grec, et qui aspirent à un monde beaucoup plus large, où les problèmes politiques d'antagonisme avec les cités voisines ont plus ou moins disparu. Il y a un ensemble plus grand qui s'est formé. Cet ensemble plus grand qui s'est formé ressemble, à certains égards, à l'ensemble qui se formera autour de Rome en Italie et qui est aussi un espace social beaucoup plus vaste que la société attique du temps d'Aristophane, de la fin du 5e siècle. Dans cet espace plus vaste, on va être amené à se poser donc d'autres problèmes, ou du moins les problèmes vont se poser différemment pour les habitants de la cité. Oui, disons que des problèmes qui ont toujours dû exister, à savoir les problèmes familiaux, les problèmes de relations entre différentes générations, problèmes qui sont d'ailleurs déjà un peu évoqués dans Aristophane, si l'on y pense.
deviennent les problèmes principaux, puisque les problèmes de la guerre avec Sparte ou avec Thèbes, les problèmes de la nécessité d'entretenir une flotte de guerre puissante, les problèmes des rapports avec l'Empire ont totalement disparu et n'ont plus de sens. Ils se sont évanouis et ils laissent la place aux autres qui sont peut-être des problèmes plus fondamentaux d'ailleurs de toute société. Par les dieux, tout ce qu'il m'a dit pour me décourager me stimule doublement à l'action. Si c'est vrai que la petite n'a pas été élevée parmi les femmes, qu'elle n'a pas entendu les radotages d'une tante ou d'une nourrice, elle doit tout ignorer des laideurs de cette vie. Et si elle a reçu d'un père austère l'éducation simple d'une paysanne, ne serait-ce pas une bénédiction de l'avoir pour femme? Aïe, 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 aïe. Oh, mais ce sarcloir est plus lourd que moi. Ma parole, j'y laisserai mes os. Allons, courage, cette fois, ce n'est pas le moment de faiblir. Soustrate était allé jusqu'à se déguiser en paysan pour rencontrer le père de la jeune fille qu'il aimait. Prendre l'image du pauvre pour épouser une fille de pauvre, c'est évidemment un effet comique tout à fait concevable. Et d'autre part, se réjouir de ce que la fille en question ait échappé aux préjugés, voilà qui manifeste une distance par rapport à ces préjugés, voilà qui manifeste qu'on peut avoir à cette époque cette distance vis-à-vis des préjugés. Même si le poète, si ça avait un sens, ne voulait faire que de la poésie et le comédien que faire de la comédie, il faudrait tenir compte des exigences de ses commanditaires, il faudrait tenir compte des attentes de son public. Et ce public qui, dans le système d'une cité, est comme par définition un peu politisé, naturellement attend qu'on lui parle des problèmes qui le préoccupent, problèmes politiques, problèmes sociaux, problèmes des rapports de la famille et de la cité, de la gestion des responsabilités familiales. Et effectivement, la comédie en parle. Les faits ne sont-ils pas notoires? Ne sont-ils pas manifestes? Je te prends à témoin, Loxias. On conspire avec mes ennemis. Malheur, je vais en crever. Mais que veux-tu dire? Tu veux une explication? Assurément. Ici, donc. Parle. Eh bien oui. L'enfant est de toi, je le sais. Je le tiens de celui qui partage tes secrets, par mes noms. Aussi, ne cherche pas à badiner avec moi. Et alors, Crésis est coupable envers toi si l'enfant est de moi? Dans la Samienne, une suite de malentendus provoque les personnages à véritablement projeter leur caractère vers le spectateur. De retour chez lui, Déméas se trouve face à sa concubine nantie d'un bébé. Il pense donc qu'il a eu cet enfant avec la concubine en question, avec Chrysis. Cet enfant serait un bâtard. Et ça n'est d'ailleurs qu'après de longues, de difficiles conversations que Déméas envisage de ne pas abandonner ce bâtard. Et il faut dire que, en envisageant cela, il enfreint un usage athénien constant. Et puis, il apprend par hasard que son fils, alors son grand-fils, Mousquion, est le père de ce bébé. Alors évidemment, il en déduit qu'il y a eu inceste entre son fils Mousquion et sa concubine Chrysis. Mais en fait, la réalité est tout autre. Chrysis, femme très généreuse, étrangère très généreuse, n'a fait que recueillir cet enfant que Mousquion a eu avec la jeune fille qu'il aime, mais qu'il n'a pas encore épousée. Tu ne m'as pas entendu? Va-t'en. Mais où donc, pauvre de moi? Au diable, je te dis. Quel malheur! Oui, quel malheur. Tu nous fais pitié, c'est sûr, avec tes larmes. Mais moi, je vais bien t'empêcher de... De faire quoi? Rien. Tu as l'enfant, tu as la vieille, disparaît. Parce que j'ai recueilli l'enfant? Pour cela, et aussi... Et aussi quoi? Pour cela.
Tu n'as pas su profiter de la belle vie. Je n'ai pas su. De quoi veux-tu parler? Et pourtant, quand tu es venu ici, tu n'avais qu'une robe, Chrysis, et encore très légère. Et alors? J'étais tout pour toi dans ce temps-là, quand tes affaires marchaient mal. Ne l'es-tu pas encore? Trêve de bavardage. Tu as ce qui te revient. J'y ajoute des servantes, Chrysis. Quitte cette maison. Ce n'est qu'à l'acte 4 que Moschion parvint enfin à s'expliquer avec son père. Ce n'est pas Chrysis, la mère de l'enfant, qu'elle élève en ce moment. C'est par complaisance pour moi qu'elle le reconnaît pour sien. Que dis-tu? La vérité. Et pourquoi cette complaisance à ton égard? Ce n'est pas de bon gré que je parle, mais j'échappe à une accusation plus grave pour m'en attirer une légère si tu apprends nettement ce qui s'est passé. Tu me tueras avant d'avoir parlé. Il est à la fille de Nicératos. Elle l'a eu de moi. Je voulais que cela demeurât secret. Tu dis? Je le dis comme cela s'est produit. J'étais content. On m'avait accusé à tort. On m'avait reconnu innocent et j'étais content. Ça me suffisait. Maintenant, je me mets à réfléchir et que je reviens là-dessus, je suis totalement hors de moi, fou de rage. Quand je pense à la faute dont mon père m'a cru coupable, si tout était en ordre du côté de la fille, s'il n'y avait pas tous ces obstacles, mon serment, ma passion, le temps qui s'est écoulé, nos habitudes, toutes ces choses qui nous enchaînent, eh bien, il ne répéterait pas une semblable accusation. Ou alors, je ficherais le camp de la ville et j'irais faire la guerre en Bactre ou en Carie. Mais ma chérie, ma petite poupée, c'est à cause de toi que je n'entreprends rien d'aussi viril. Je ne peux pas. L'amour, maître de mes pensées, m'en empêche bien. Et pourtant, je n'ai pas le droit de laisser les choses se passer comme ça. Ce serait trop lâche. Je vais lui faire peur à mon père, en parole tout au moins, sinon en acte. Je vais lui faire croire que je m'en vais. Ça lui apprendra pour une autre fois à se tromper sur mon compte, s'il voit que je n'avale pas n'importe quoi. Moschion met son plan à exécution et place ainsi son père Déméas dans une situation particulièrement difficile. Le dénouement heureux n'a pas suffi. Moschion a voulu aller au bout de ce que la situation lui a inspiré. Il y a chez lui la volonté de rétablir profondément l'ordre des choses tel qu'il le souhaite. Et on voit que ces comédies de Ménandre ne consistent pas à résoudre mécaniquement le problème, et cela en dehors de la forte présence affective des personnages. Non, les personnages sont présents, ils sont affectivement présents, et en tant que personnages, ils dépassent l'intrigue. Ce qui se déroule devant nous, c'est le tableau différencié aussi de ce retour à l'harmonie entre un père et un fils, donc entre Déméas et Moschion, et puis d'autre part entre un homme mûr et sa concubine, c'est-à-dire entre Déméas et Chrysis. Moschion, tu es en colère. Je te passe cela. Tu as raison, je ne te fais aucun reproche. Tu as souffert injustement et c'est de ma faute. Pourtant, considère ceci. Je suis ton père, je t'ai adopté comme mon enfant, je t'ai élevé. Si tu as mené une vie douce et tranquille, c'est moi qui te l'ai donnée. C'est pourquoi tu devrais supporter de ma part même des choses capables de te chagriner. Tu devrais avoir pour moi un peu d'indulgence en véritable fils. Je t'ai accusé injustement. C'est que j'ignorais la vérité. Je me suis trompé, aveuglé. Cependant, il faut distinguer. J'ai commis une faute envers les autres, mais j'ai pris envers toi des précautions. J'ai gardé pour moi ce dont je n'étais pas sûr. Je ne suis pas allé le crier sur les toits pour que nos ennemis s'en réjouissent. Et toi, maintenant, tu publies ma faute. Tu prends contre moi des témoins de ma bêtise. Ce n'est pas bien, Moschion. Ne garde pas le souvenir d'une seule journée de ma vie où j'ai pu me tromper en oubliant toutes les autres. Ce qui est significatif, c'est qu'il y ait aussi la réconciliation du citoyen athénien et de sa maîtresse étrangère, qui, même si quantitativement l'auteur y attache moins d'importance, est tout de même ce qui caractérise la pièce par rapport à une autre, donc peut-être par un renversement, ce qu'il y a de plus important et de plus nouveau, et ce sur quoi il met en fait l'accent.
Cela dit, il est de mauvais ton dans ces sociétés antiques qui sont tout de même des sociétés masculines de trop parler avec les femmes et de trop les mettre en avant. Il y a eu un problème de ménage, il y en a souvent dans les comédies, mais il doit obligatoirement passer à l'arrière-plan ou prendre moins de développement que les problèmes entre ces hommes que sont les pères et les fils. Parce que il ne faudrait tout de même pas commettre d'anachronisme. Les auteurs comiques, et quoi qu'on en ait dit, sont en un certain sens féministes. Les personnages féminins sont souvent les personnages sympathiques, les personnages qui se battent pour la juste cause. Mais ils les maintiennent tout de même à l'arrière-plan. Bien sûr, dans La Samienne, il y a la joie du dénouement, et c'est cette joie du dénouement qui permet de faire passer ce silence des femmes. On n'entend à la fin de La Samienne pas un mot de Chrysis. On entend seulement Déméas donner un ordre à Chrysis. Il ne nous reste plus qu'à procéder au bain. Chrysis, envoie les femmes, la porteuse d'eau et la joueuse de hautbois, qu'on nous apporte la torche et les couronnes, et en avant le cortège. Et voilà, tout est déjà là. Prends cette couronne et ces ornements. Je ne fais que ça. Vous tous, les beaux gosses, les jeunes gens, les vieillards, et vous qui êtes dans la force de l'âge, n'épargnez pas votre énergie. Envoyez-nous le prophète de votre indulgence, le bruit des applaudissements cher à Bacchios, et que l'immortelle déesse qui assiste aux plus belles assemblées, la bienveillante Victoire, soit toujours compagne de notre troupe. Il y a une pièce qu'on a un peu de peine à comprendre au début, c'est Le Bouclier, aussi une pièce du Codex de Colonie. Là, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une loi que les Athéniens eux-mêmes considéraient comme difficile d'interprétation. Aristote nous le dit, on n'est pas d'accord sur l'interprétation de cette loi. C'est la loi dite des filles épiclères. Alors, qu'est-ce qu'une fille épiclère ? C'était une malheureuse jeune fille qui se trouvait, par une suite de circonstances malheureuses, l'héritière unique du bien de la famille. Eh bien, la loi, pour éviter que le bien de la famille ne soit dispersé, la loi faisait une obligation à cette malheureuse d'épouser son plus proche parent. Alors bien entendu, pour un auteur dramatique, c'est absolument merveilleux de s'attaquer à un obstacle légal comme celui-là. Vous pouvez avoir deux jeunes amoureux, puis voilà, la fille étant épiclère, elle ne peut pas épouser son amoureux, elle doit épouser son plus proche parent. Alors, bien entendu, tout dans Le Bouclier tourne autour de cette loi qu'on attaque de front, dont on montre les défauts à travers le comportement épouvantable du vieil oncle, qui est un épouvantable personnage et qui a la loi pour lui. Alors, que dit cette pièce ? De nouveau, quelque chose d'assez grave si on se place du point de vue du spectateur athénien. C'est une attaque contre une disposition légale. Ça n'est pas qu'un divertissement pour une matinée de théâtre. On vous dit, vous avez là une loi qui est inhumaine et qui, vous le voyez, est du côté des malfaiteurs, enfin du côté des gens qui, moralement, sont répréhensibles. Vous avez une loi qui protège des avaricieux, qui protège des gens cupides et qui empêche les aspirations normales de l'être humain de trouver leur satisfaction. On pourrait continuer, n'est-ce pas, comme ça, en prenant une à une les pièces de Ménandre et montrer qu'elles ont un enjeu politique. Mais c'est un enjeu politique qui, contrairement à celui d'Aristophane, n'est pas perceptible immédiatement par un public d'aujourd'hui qui aura plutôt tendance à y voir le côté romanesque, peut-être légèrement anodin, parce que nous ne vivons plus sous une loi où il y aurait des filles épiclères. Nous n'avons plus de préjugés contre les mariages, du moins je le souhaite, entre gens d'états de fortune différents. Toutes ces choses-là nous paraissent donc un peu désuètes et nous ne nous rendons plus compte au fond de l'impact que devait avoir à l'époque un théâtre comme celui-ci sur le sentiment de la vie collective, la vie communautaire que pouvaient avoir les Athéniens. Nous allons faire la connaissance de Daos. Daos, c'est l'esclave de Cléostrate, et Cléostrate, c'est le neveu qui passe pour mort. Daos est un intermédiaire grâce auquel
toute l'horreur de l'épicléra va apparaître. La pièce repose donc entièrement sur ce personnage esclave. Et as-tu vu ton maître parmi les cadavres? À vrai dire, on ne pouvait plus le reconnaître à coup sûr. Depuis 4 jours que les corps gisaient là, leur visage était tout gonflé. Mais alors, comment peux-tu être certain? Son bouclier. Il était couché là, son bouclier au bras, très cabossé le bouclier. C'est pour ça d'ailleurs que même les barbares n'en ont pas voulu. Notre général, quel type celui-là, ne nous a pas permis de brûler les cadavres un par un. On aurait perdu trop de temps à ramasser les morts de cette façon. Alors, on en a fait un grand tas, on a tout brûlé et tout enterré à la hâte. Et puis, départ. Nous avons passé à Rhodes pour commencer. Après quelques jours là-bas, nous nous sommes embarqués pour Athènes. Voilà toute l'histoire. Tu dis que tu ramènes combien de pièces d'or? 600? Oui, 600. Et de la vaisselle? Oh, il y en a pour environ 40 000, pas davantage, monsieur l'héritier. On peut calculer que 50% des vers, à peu près, sont prononcés par un esclave meneur de jeu tout à fait extraordinaire d'ailleurs qui s'appelle Daos. Ça doit remonter à une tradition très ancienne puisque Aristophane lui-même reproche à ses confrères de faire des comédies trop simplettes qui tournent uniquement autour des ruses ou des vols de l'esclave. Non seulement c'est le personnage principal du point de vue de l'action, du point de vue de la dramaturgie, mais c'est aussi, d'un point de vue éthique, le personnage qui est un modèle. C'est lui qui invente une ruse très compliquée et d'ailleurs très drôle pour combattre le personnage négatif, le personnage du vieil avare qui tout d'un coup veut obliger sa jeune nièce à l'épouser parce que la malheureuse a recueilli un petit héritage. En plus, ce personnage de Daos critique, à propos de l'épicléra, le droit attique et le particularisme du droit attique au nom de la relativité, en revendiquant ses propres valeurs comme barbare et comme phrygien, mais il est évident que les valeurs du barbare et du phrygien ont une valeur universelle bien supérieure aux misérables prescriptions du droit attique. Je vais suivre le conseil que plusieurs amis me donnent et prendre moi-même cette jeune fille pour femme. C'est d'ailleurs conforme, je crois, aux dispositions légales, n'est-ce pas, Daos? Parce que toi aussi, tu devrais te soucier de la bonne manière d'arranger toute cette affaire. Tu es de la famille. Smikrinès, il y a une maxime qui me semble profondément juste, c'est « connais-toi toi-même ». Ne m'en veuille pas de m'y tenir. Sur tout ce que peut faire un serviteur dévoué, consulte-moi, demande-moi des comptes. Tout esclave sait ce qu'il risque et prend ses précautions. Par exemple, laissez-les apposer sur nos biens, les arrangements pris par mon maître sur tout cela, je peux t'informer. Pour peu qu'on me l'ordonne, je citerai l'endroit, les modalités, les témoins. Mais s'il s'agit d'une affaire d'héritage, ou mieux encore, d'une héritière dont la loi règle le mariage avec toutes les complications de liens de parenté, alors là, pour l'amour de Zeus, s'il te plaît, qu'on laisse le pauvre Daos en dehors du coup. C'est une affaire de maître. À vous de vous en occuper. Elle relève de vos compétences. Par les dieux, tu insinuerais que je suis en train de commettre une erreur? Je suis phrygien. Un barbare de rien du tout. Alors, il y a des choses que vous trouvez très bien et qui, pour moi, seraient inadmissibles. Pourquoi faut-il que tu te soucies de mon opinion? De nous deux, il n'y a pas de doute, c'est toi l'homme raisonnable. On a une sorte de manifeste là, humaniste et antiraciste, et dans une certaine mesure presque anti-esclavagiste, tout à fait remarquable et tout à fait étonnant, qui est lié justement à cette prédominance du personnage de l'esclave, qui n'est pas seulement prédominant
par la place qu'il tient sur la scène, par son intelligence, il est toujours plus intelligent que les hommes libres, mais aussi par sa moralité. Sous d'autres formes, cette leçon peut se retrouver d'ailleurs dans la comédie de Plaute et dans la comédie de Terence. C'est peut-être un des aspects aussi de l'héritage ménandréen. Avec la distance qui est la nôtre, ce qu'on peut se demander, c'est la réaction du public face à cette importance du rôle de l'esclave plus intelligent que les hommes libres. Quelque chose qui nous surprend beaucoup aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait de la société esclavagiste athénienne. Ce qui est certain, c'est que la bonne conscience esclavagiste, si tant est qu'elle ait jamais existé, personnellement je n'y crois pas, mais enfin si tant est qu'elle ait jamais existé, connaît une crise en Grèce à partir du IVe siècle et peut-être même avant, dans la mesure où les Grecs ont à la fois le sentiment d'appartenir à une même communauté et se réduisent en esclavage les uns les autres en raison du morcellement entre cités. Ce qui amène une protestation et une réflexion. Dans la mesure où la société englobe des esclaves qui ne sont pas grecs mais qui sont hellénisés et qui apparemment sont faits comme des Grecs. Ils ont un nez, ils respirent, pour reprendre les formules célèbres d'Antiphon le sophiste qui datent déjà du 5e siècle avant Jésus-Christ. On en arrive à une conception de l'homme comme valeur éthique de l'homme universel. Et ça, assez tôt, qui est en contradiction avec la pratique, mais qui, du point de vue idéologique, est peut-être prédominante. Donc, c'est moins surprenant qu'il y paraît. Ce qui est étonnant, c'est que la même chose se reproduise à Rome, mais ce n'est étonnant qu'à demi, dans la mesure où, idéologiquement, Rome est très proche de la Grèce et là aussi, en réalité, fait partie du monde grec. Dans ce montage réalisé par Daos, Kéréstrate, le frère de Smicrynès l'Avare, va se faire passer pour mort et laissera son héritage à sa propre fille. Dès lors, Smicrynès, qui avait appliqué la règle de l'épicléra pour épouser une nièce, la délaissera pour cette autre nièce, fille de son frère Kéréstrate, autre nièce qui est mieux nantie. Ainsi, l'intérêt apparaîtra clairement comme la clé de tout le comportement de ce personnage. Il ne reste plus à Daos qu'à aller tromper Smicrynès en citant force vers de poètes tragiques, et André Hurst a opportunément traduit tout cela en les transposant en vers de Racine. L'esclave utilise la tragédie comme un moyen ridicule parce que la tragédie serait alors perçue comme étant loin des réalités tangibles, elle serait comme inadaptée au réel. Et puis, de toute manière, deux niveaux de langage simultanément employés, c'est toujours d'un effet comique très sûr. Par les dieux, c'est affreux, affreux. Au soleil, quel coup nous arrive. Jamais je n'aurais cru qu'on puisse si vite tomber si bas. C'est vraiment la foudre qui ébranle la maison. Qu'est-ce que ça signifie? Décidément, nous sommes peu de choses. Une ombre légère, les poètes tragiques l'ont bien dit. Ah ça, mon gaillard divague. Vaine précaution, cruelle destinée, comme c'est envoyé. Ô Dieu, Dieu vénérable, quel malheur inattendu. Halte, malheureux Daos, où cours-tu? On pourrait dire aussi, mais des coups du destin, je ne puis pas répondre.
Très bien, ça, bien placé. Triste objet où des dieux triomphent la colère. Ça, c'est du sublime Échille, textuel. Ah ça, triple imbécile, ça va continuer longtemps cette littérature. Je vois, je sais, je crois, je suis désabusé. Ça ne va pas bientôt finir. Grâce aux dieux, mon malheur passe mon espérance. Et Carcinos n'a-t-il pas dit combien en un moment heureux et misérable? Oh, Smicrines, comme c'est vrai tout ça. Pourrait-on savoir où tu veux en venir? Ton frère, ah Zeus, comment te le dire, ton frère, il est, enfin presque, il est presque, oui, mort. Lui? Mais je lui parlais il n'y a pas un quart d'heure. Que lui est-il arrivé? La bile, le chagrin, une dépression, une oppression. Par Poséidon, par les dieux, mais c'est atroce. Mon unique espérance est dans mon désespoir. Mais tu me tapes sur les nerfs! Faites votre devoir et laissez faire les dieux. Il y a une citation de Chérémon et une d'Euripide. Je ne vais pas chercher ces trucs-là n'importe où. En 317, le pouvoir macédonien a imposé à Athènes la dictature, la tyrannie, on aurait dit à l'époque, d'un de ses agents, un Athénien philosophe et tyran, qui s'appelait Démétrios de Phalère. Démétrios de Phalère a modifié la constitution athénienne dans un sens qui allait vers les recommandations d'Aristote, donc dans un sens plus aristocratique ou plus plutocratique. Et Ménandre, sous ce régime, pendant 10 ans, a fait des comédies dont Démétrios de Phalère était plus ou moins le commanditaire. Il est certain qu'il y a un appel dans le Dyskolos à la solidarité entre le riche et le pauvre, qui n'est pas un pauvre parce qu'on apprend qu'il a du bien quand même, et qui est un moyen pauvre, qui va dans le sens de la constitution voulue par Démétrios de Phalère. L'ennui est que, en 307, Démétrios Polyorcète a pris Athènes, et que Démétrios de Phalère a dû s'enfuir. Il s'est enfui à Alexandrie, où il est devenu le responsable de la bibliothèque d'Alexandrie. Il aurait demandé à Ménandre de le suivre, mais Ménandre ne l'a pas suivi. Ménandre est resté à Athènes. Et il a continué à produire au rythme vraisemblablement de 2 ou 3 comédies par an. Et puis il y a eu d'autres transformations. Il a dû changer à nouveau. Ce qui suppose de sa part un certain opportunisme vis-à-vis des régimes politiques et des écoles philosophiques qui étaient liées à ces régimes politiques, et peut-être une certaine distance aussi prise vis-à-vis de ces écoles et de ces doctrines. Et en fait, ce que Ménandre dénonce dépasse aussi peut-être les simples changements de personnel à la tête d'Athènes. Ménandre utiliserait ces changements pour proposer une sorte de réforme imaginaire des modes de vie. Et à propos d'imaginaire, il y a aussi la mise en forme, la mise en mots dans le théâtre de Ménandre. Alors là, évidemment, il y a la difficulté de la traduction du grec ancien en langue d'aujourd'hui, parce que on connaît bien cette facilité légendaire de Ménandre à mettre en mots les intrigues déjà toutes prêtes dans son esprit. Mais alors, faire passer cela en langue moderne, c'est difficile. Il y a d'excellentes traductions, bien sûr, celle très rigoureuse de Jean-Marie Jacques, par exemple.
De toute manière, il est évidemment exclu de restituer le caractère très vivant de ces textes en vers grec. Il y a, je dirais, un certain charme de la langue de Ménandre. C'est très difficile de parler du charme de la langue de Ménandre lorsque on lit en traduction. Mais c'est une versification extrêmement aisée, dont la variété souligne la vivacité du déroulement des faits. Il a par exemple une magnifique façon de faire alterner deux types de vers. Alors les noms sont un petit peu techniques, on dit trimètre iambique et tétramètre trochaïque. Alors en gros, l'une des deux formes, c'est la forme du dialogue courant. L'autre, c'est une forme avec une vivacité ajoutée, qui, lorsque vous l'entendez, signifie que l'action est en train de se précipiter, qu'il y a de la tension, il y a de l'électricité dans l'air, en fait, quand vous avez les tétramètres trochaïques, en principe. Eh bien, Ménandre joue admirablement de cela pour faire sentir la qualité de ce qui est en train de se passer. Comme on a pu dire que Mozart est toujours présent dans l'orchestre, n'est-ce pas? Il y a une espèce de commentaire continu. Eh bien, il y a chez Ménandre ce commentaire continu sur l'action qui est dans la forme versifiée. Cela a dû séduire à un moment où on cherchait justement de nouvelles formes à Rome, de nouvelles formes versifiées dans lesquelles le latin puisse se couler, et qui est arrivé alors jusqu'aux essais réussis d'Horace adaptant la lyrique de Lesbos à la langue latine. Là, on avait une possibilité d'utiliser ce latin avec des formes versifiées qui ne lui étaient pas congénitales, mais dans lesquelles la transposition était possible. Alors on comprend qu'il y avait une espèce de défi. Le public attendait des pièces, les pièces venues d'Athènes avaient du succès, mais tout le monde ne pouvait pas les entendre en grec. Il y avait bien entendu des cités du sud de l'Italie où on pouvait les représenter en grec, mais pas à Rome, sinon peut-être devant une élite cultivée. Il fallait donc essayer de faire passer cela en latin. Smikrinès, dis-moi, tu n'as donc aucun sens de la mesure. Voilà les grands mots. Et pourquoi donc? À ton âge, tu projettes de te marier avec une jeune fille? À mon âge? Qu'est-ce que ça veut dire, mon âge? Tu veux mon avis? Tu n'es plus de la première fraîcheur, il faut bien le dire. Et alors, je serai le premier à me marier à mon âge? Non, c'est entendu, mais par les dieux, il faut ici se conduire en homme, Smikrinès. Cette petite, tu sais bien qu'elle vit à la maison avec notre Kéréas. Il va la prendre pour épouse. Alors veux-tu mon conseil? Je t'offre un moyen de ne pas y laisser de plume. Tous les biens qui reviennent à la fille, prends-les, nous te les cédons, fais-en ce que bon te semble. Mais cette petite, de grâce, ne t'oppose pas à ce qu'elle ait un fiancé qui convienne à son âge. C'est d'ailleurs à mes frais que je lui constituerai sa dot. 2 talents. Oh, bien sûr, il y a l'ironie du propos, mais on ne peut que regretter le côté très parlé, très vivant de la langue grecque. Et puis, on regrette aussi la mise en scène particulière du théâtre grec. On regrette les costumes, les masques, la façon de se placer, de parler par rapport aux spectateurs. Il y a toute une parade visuelle qu'on ne fait que pressentir quand on lit ces comédies. Oui, comme vous l'avez dit, quand on lit. Et ces textes ne sont pas faits pour être lus. Enfin, entendons-nous, ils sont faits pour être joués et pour servir dans une représentation. Je dis entendons-nous parce que la priorité de l'acte d'écrire est tout de même soulignée plusieurs fois par Plaute, d'une part, et d'autre part parce qu'ils sont faits ensuite pour être lus aussi, et ils sont un élément important de l'enseignement des enfants. Il y a le double projet, certainement chez le poète, dès le départ, du texte de représentation et du texte d'étude. N'empêche que l'enfant qui se forme en lisant des poètes dramatiques les comprend mieux que nous à la lecture parce qu'il va au théâtre et il peut reproduire immédiatement des souvenirs visuels. Alors nous, que pouvons-nous faire pour retrouver l'heureuse situation de ces enfants? Malheureusement, pas grand-chose, mais tout de même, il existe une documentation.
il existe une documentation figurée sous forme de vases peints, sous forme de statuettes, sous forme de reproductions en terre cuite de masques. Nous avons des reproductions de 12 ou 13 cm de masques de théâtre que l'on a trouvés dans les tombes. Il est d'ailleurs significatif qu'on se fasse enterrer, c'est la même chose pour les vases, avec des objets qui évoquent le théâtre, comme si ces objets qui évoquent le théâtre jouaient à peu près le même rôle dans ces sociétés que les crucifix avec lesquels on se fait enterrer dans les nôtres, mais c'est lié naturellement à l'importance du dionysisme et justement à la dimension religieuse du théâtre. Précisément, l'archéologue Luigi Bernabo Brea a retrouvé dans l'île de Lipari, pourquoi Lipari, ça on ne sait pas, un nombre considérable de matériel funéraire d'inspiration théâtrale et justement de masques qui eux peuvent être plus tardifs que les vases. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les types des masques que l'on peut dater d'après le reste du matériel par des moyens extérieurs se modifient vers les années 310 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de Ménandre. C'est-à-dire qu'à Lipari, au large de la Sicile, les innovations introduites à Athènes par Ménandre et par ses contemporains dans leur façon de représenter le théâtre sont immédiatement répercutées. Les masques des personnages jeunes, des jeunes hommes et des femmes prennent des traits réguliers. Les femmes sont belles, presque idéalisées, et donc on ne va plus dans le sens de la caricature et de la laideur dont Aristote faisait encore une caractéristique de la comédie, mais qui ne l'est plus à la génération suivante, à la génération de Ménandre précisément. Enfin, voici les masques de la nouvelle comédie. Premier grand-père, second grand-père, vieillard principal, vieillard à longue barbe ou qui agite sa barbe, Hermionos, homme à la barbe pointue, Lycomédéios, proxénète, second Hermionos. Tous ceux-là sont des vieillards. Puis viennent les masques de jeunes gens. Jeune homme à tout faire, jeune homme noir, jeune homme frisé, délicat, rustique, aux cheveux ondoyants, second aux cheveux ondoyants, flatteur, parasite, Aïkonikos, sicilien. Puis viennent les masques comiques des esclaves. Grand-père, serviteur principal, chevelu du bas, serviteur ondulé, serviteur maison, serviteur homard, principal aux cheveux ondoyants. Quant aux masques de jeunes femmes, ce sont bavarde, ondulée, jeune fille, fausse jeune fille, seconde fausse jeune fille, bavarde aux cheveux gris, concubine, courtisane parfaite, petite courtisane à la fleur de l'âge, courtisane dorée, courtisane mitrée, petite tondue, délicate aux cheveux courts, soubrette aux cheveux tirés. Ces masques décrits par Pollux sont évidemment beaucoup plus naturels que ceux de l'ancienne comédie, mais ils nous rappellent tout de même le caractère traditionnellement sacré de la représentation théâtrale. Parce que la représentation théâtrale est traditionnellement un accompagnement des fêtes de Dionysos. Et dans les temps anciens, il n'y avait d'ailleurs que des chœurs chantés. Et puis, donc, l'évolution a fait qu'il y a eu un acteur pour raconter l'histoire, puis le dialogue s'est étoffé et on est arrivé jusqu'à 3 acteurs. Il est certain que l'individualisation des personnages chez Ménandre continue cette évolution, mais alors jusqu'à mettre en scène un individu singulier qui rejette délibérément les conventions qui l'encombrent, et un individu qui forge
en grande partie, par son caractère et sa personne, le développement de l'intrigue. Ce n'est plus le terrible destin, mais ce sont des situations prévisibles en fonction des personnages et des contextes dans lesquels ces personnages s'inscrivent. Que Ménandre nous donne des histoires d'amour, comme Plutarque aime à le dire, c'est vrai. Mais peut-être faudrait-il rectifier et parler des aventures de tel ou tel personnage qui, en amour, mais aussi pénétré d'autres sentiments, se trouve confronté à ce que la société, ou bien à ce que telle partie de la société voudrait de lui à ce moment-là. Et, par exemple, les fruits de l'amour, les enfants, peuvent être illégitimes, peuvent être des enfants illégitimes. Et voilà une conséquence sociale bien prévisible et qui nous fait sortir d'une vision trop réductrice, d'une vision trop éloignée du réel. Alors, que penser de cette conséquence de l'amour? Que penser de ces enfants illégitimes dans l'Athènes du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ? Eh bien, pour cela, il nous suffit d'écouter Mousquion et d'Éméas, il nous suffit d'écouter le dialogue d'un père et d'un fils sur ce très grave sujet qui met fondamentalement en cause les conséquences de l'amour. Pourquoi fais-tu grise mine? Pourquoi? Tu le demandes? Une courtisane épouse. Voilà apparemment ce que j'avais chez moi, à mon insu. Épouse? Comment ça? Je sais pas ce que tu veux dire. Un fils clandestin m'est né, apparemment. Mais elle s'en ira au corbeau, elle quittera ma maison avec lui sur le champ. Jamais de la vie? Comment cela, jamais de la vie? T'attends-tu par hasard à ce que j'élève pour d'autres un fils bâtard, ici, chez moi? Tu parles d'une vraie folie qui n'est pas dans mon caractère. Mais lequel d'entre nous, je te prie, est un fils légitime et lequel est un bâtard s'il est né homme? Tu veux rire? Non, par Dionysos, je parle sérieusement. Car question de naissance, un lignage en vaut un autre à mes yeux. À bien examiner les choses en toute justice, l'homme de naissance légitime, c'est le vertueux. Le scélérat est bâtard et de surcroît esclave aussi. Le spectateur ne peut que rire de voir Mousquion prendre la défense de celui qui, en réalité, est son propre fils. Mousquion craint en effet que Déméas ne rejette cet enfant par erreur. Mais cette crainte l'amène tout de même à proférer des phrases particulièrement lourdes de critique pour la société de l'époque. La générosité de Mousquion et la colère, disons, de Déméas sont actives. Elles ont des conséquences précises, elles ont des conséquences facilement identifiables. Que Ménandre ait voulu, ou non, asséner ces critiques n'empêche pas que les mots en soient clairement écrits pour être dits. La volonté de faire réagir le spectateur est une finalité qui ne peut être séparée du contenu lui-même qui amène à ce genre de réaction. Puisqu'on rit toujours par suite de la perception d'une certaine forme d'écart, dans le cas de Ménandre, cet écart ne vise ni Socrate, le maître des philosophes, ni Cléon, le maître d'Athènes, comme chez Aristophane, mais vise la personne même du spectateur aux prises avec ses difficultés quotidiennes. Ménandre nous offre un rire intime entouré de toutes les illusions du théâtre. Nous connaissions Ménandre à travers Molière, et Molière connaissait Ménandre à travers Terence, et puis toute la tradition italienne de la commedia dell'arte. Et puis, depuis relativement peu de temps, Ménandre nous est devenu un véritable auteur de théâtre, avec les pièces entières qui sont aujourd'hui à notre disposition. Mais aujourd'hui, mais qui sait si demain, Ménandre ne nous sera pas encore un peu plus présent. L'idéal serait d'avoir une pièce de Ménandre
l'imitation par Thérence, et puis de pouvoir juger. Alors il y a un petit morceau des Bacchides de Plaute pour lesquels on a le morceau de Ménandre correspondant. On peut espérer que dans les années qui viennent, on trouve sur un papyrus une pièce qui corresponde vraiment à l'une des pièces imitées par Thérence. Quand je dis qu'on peut espérer, ça n'est pas un vœu pieux, c'est que réellement, nous sommes maintenant dans une position favorable puisque les antiquaires qui mettent en vente les masques de momies ont découvert le moyen de tirer de ces masques de momies les morceaux de papyrus, parce que souvent ce cartonnage est fait, c'était des vieux papiers qu'on utilisait pour ça, alors ça pouvait être des morceaux de comédie de Ménandre. C'est le cas par exemple, il y a des morceaux de comédie de Ménandre, le Sicuonioi, le Sicionien ou les Sicyoniens, eh bien c'est une pièce dont l'essentiel a été retrouvé dans un cartonnage de momies. Eh bien il se pourrait qu'avec tout ce qu'on est en train, en ce moment même, au moment où nous nous parlons, n'est-ce pas, on est en train de séparer des morceaux de masques de momies, eh bien là, on va peut-être trouver une nouvelle pièce de Ménandre. C'est en tout cas ce que beaucoup espèrent. Et si cette pièce était en même temps le modèle d'une pièce de Thérence retrouvée, nous serions au comble du bonheur, puisque alors nous pourrions en même temps proposer au directeur de théâtre de faire jouer successivement la pièce de Ménandre et celle de Thérence pour qu'on puisse voir la transposition. Il y aurait là un intéressant dialogue culturel entre le modèle écrit à Athènes et son écho plus tardif. C'était Une vie, une œuvre, Ménandre, par Régis Labourdette, avec la participation de Jean-Christian Dumont et André Hurst, et les voix de Pierre Lafont, Pierre Michael et Catherine Pasteau. Mixage Gérard Servet et Jean-François Ginouvès. Réalisation Arlette Dave.